Bienvenue dans l'événement du dimanche. Ravi de vous retrouver. Une émission spéciale ce dimanche, alors que va débuter à Londres ce sommet crucial pour l'Europe, pour l'Ukraine. Regardez ces images aériennes de la Lancaster House, là où se déroulera ce sommet, présidé par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Image aussi en direct, vous allez la voir, du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre, qui attend dans les prochaines minutes d'abord Giorgia Meloni, l'italienne. Le Premier ministre, le président de la République Emmanuel Macron est également attendu pour une rencontre bilatérale avant donc ce sommet extraordinaire. Deux grands témoins avec moi ce dimanche pour nous aider à aller plus loin, comprendre ce qui est en train de se jouer, ce bouleversement du monde. Bonjour Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Bonjour Michel Yakovlev. Bonjour. Merci aussi à vous, ancien chef d'état-major du SHAPE de l'OTAN, le grand quartier général des puissances alliées en Europe. Votre regard sera essentiel. La diplomatie, le militaire, le stratégique. Arlette Chabot est avec moi, à mes côtés, pour nous accompagner durant cette heure. Tant de questions se posent après notamment ce clash en monovision entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. On parlera aussi dissuasion nucléaire avec vous. Mais d'abord, direction Londres, vous voyez encore ces images en direct, aériennes. On vous retrouve, c'est là, Bougriou. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Avez-vous des détails quant aux coulisses de ce sommet que l'on annonce donc crucial pour l'Europe? Oui, ce que je peux vous dire, Marie, c'est que ce sommet va se dérouler dans un format extrêmement restreint. À titre d'exemple, le chef de l'État sera accompagné de 5 personnes uniquement. Et pour assister à ce sommet, les chefs d'État, de gouvernement seront avec leurs plus proches conseillers. 2 pour chaque chef d'État ou de gouvernement qui assistera donc à ce sommet. Le plus proche conseiller diplomatique, mais aussi le plus proche conseiller militaire, parce que c'est de cela qu'il va être question. Évidemment, montrer une forme de réponse unie, coordonnée et ferme à ce qui s'est passé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mais de l'autre, il est aussi question de donner une impulsion politique. Me glissait une source diplomatique française qui expliquait qu'il allait falloir se poser la question très simple de qui va mettre quoi dans la corbeille avant de pouvoir retourner voir les États-Unis et discuter de manière plus précise encore ces prochains jours, puisque vous le savez, c'est le début seulement de ces discussions. Dès jeudi, nouveau Conseil européen extraordinaire avec là aussi de très grands enjeux. En tout cas, aujourd'hui, le chef de l'État, vous le disiez, va être reçu par le Premier ministre britannique, mais aura aussi quelques bilatérales. Il est prévu notamment qu'il échange avec Volodymyr Zelensky. C'est la Bougriou en direct de Londres. Merci beaucoup pour ces derniers détails. Merci également à Koscielnia Bouech qui vous accompagne pour les images. Messieurs, la dernière déclaration de cette matinée, elle vient du Premier ministre britannique. Voilà ce qu'il dit. Après des échanges avec les présidents américains, ukrainiens et français, nous nous sommes mis d'accord pour que le Royaume-Uni, avec la France et peut-être 1 ou 2 autres pays, travaille avec l'Ukraine à un plan de paix pour cesser les combats. Quand on a cessé de discuter avec Vladimir Poutine, est-ce envisageable? Jean-Louis Bourlanges. Je ne sais pas, c'est très difficile de porter une appréciation sur une déclaration aussi laconique. Ce qu'on voit, ce qui est la contradiction fondamentale dans laquelle nous sommes, nous autres Européens, et de notre fait, parce que si nous sommes dans cette situation, c'est que depuis des années, nous n'avons pas fait les choix, nous n'avons pas pris les mesures qui s'imposent, c'est que nous sommes confrontés à des Américains dont on voit, c'est pas l'affaire de vendredi qui est peut-être la plus spectaculaire, mais c'est bien davantage les déclarations de la semaine dernière, où on a vu que monsieur Trump avait complètement renoncé à tout ce qui était la base de notre alliance occidentale pour choisir totalement le narratif de Poutine et les intérêts de Poutine. Donc nous sommes confrontés à des Américains qui sont des amis qui ne nous valent pas de bien, si je puis dire. Ils l'ont montré en diverses occasions. Et dont ce n'est pas uniquement de la posture, vous dites. Entièrement dépendants. Nous sommes dépendants parce qu'on n'a pas fait les choix stratégiques qui sont nécessaires et dont les Ukrainiens sont actuellement, je ne dis pas ça serait le cas dans 3 ans, dans 4 ans, mais dans 3 ans, dans 4 ans, on sera peut-être tous morts. Donc on cherche de façon éperdue et assez pathétique un accord avec les Américains, alors que les Américains nous ont clairement dit de toutes les manières,
en soutenant des partis pro-poutiniens, en attaquant tous leurs alliés, en se moquant des valeurs qui sont les nôtres, enfin tout ce qui a été dit par M. Vance, par M. Musk et par d'autres. Nous sommes donc dans une situation pathétique. Et d'autre part, le second volet de l'affaire, et c'est évidemment très difficile d'articuler les deux, c'est la reconquête d'une autonomie européenne. Le fait que maintenant nous savons que la garantie de l'article 5 de l'OTAN ne vaudra rien. Et bien sûr que Trump va rester dans l'OTAN, bien sûr que c'est trop intéressant pour lui d'être dans la place, mais l'article 5, l'article de solidarité avec nous, il l'interprétera comme il voudra, et donc nous devons conquérir une autonomie dans tous les domaines, et nous n'y sommes pas du tout préparés. Nous autres Français, nous avons certainement un très bon héritage de ce point de vue-là. C'était les principes fondamentaux qui avaient été posés par le général de Gaulle et dont nous ne sommes pas totalement écartés, mais même, par exemple, les scalps, il y a du matériel américain et les Américains peuvent avoir une sorte de contrôle sur l'utilisation qu'on en ferait. Mais globalement, c'est extrêmement difficile d'organiser un sommet dans lequel on dit, 1, il faut réaffirmer la solidarité avec les Américains, et 2, il faut organiser l'Europe sans les Américains. Là, il y a une quadrature du cercle dont je crains que nos dirigeants européens aient du mal à se sortir. Général, vous partagez, vous êtes sévère, Jean-Louis Bourlanges, une analyse très claire, mais sévère aussi quant à ce que nous sommes. Vous partagez l'analyse de Jean-Louis Bourlanges, et par ailleurs, est-ce que vous dites un sommet là? Pourquoi? La photo montrer au monde que les Européens, plus le Canada, sont unis face à l'Amérique de Trump aujourd'hui? Alors, je souscris entièrement aux propos du député, hein, c'est très clair. Et alors maintenant, ce sommet-là, je pense qu'il est très utile, mais c'est simplement qu'on est en train de faire, comme on dit, de l'ingénierie à rebours sur l'accord, un possible accord de cessez-le-feu. À rebours, trop tardif? Non, à rebours. Le processus est en sens inverse. Je veux dire par là que normalement, si Trump avait été le leader du monde libre, il aurait coordonné une position avec le monde libre avant d'aller voir Poutine, en mettant en tenant compte de ses propres intérêts. Il ne fait pas ça pour nos beaux yeux, vous voyez. Mais au minimum, il aurait dit, bon, je pense qu'un bon truc, ça serait qu'on exige de Poutine qu'il accepte la présence d'une force de garantie. Moi, je n'ai pas envie. Qui est-ce qui serait preneur là-dedans? Regardons si c'est crédible ou pas. Et puis, voilà. Donc, c'est ça qui aurait dû se passer si Trump s'était considéré comme le leader du monde libre, au lieu d'être le meilleur ami de Poutine. Donc maintenant, ce sont les Européens qui essaient de mettre sur pied l'accord qu'après, ils iront vendre à Trump. Alors, je ne sais pas s'ils y arriveront, mais au minimum, on est en train de faire entre nous cette négociation que Trump aurait dû susciter. Arlette Chabot. On voit bien que la rencontre, hein, le fameux face-à-face à la Maison-Blanche, il a buté beaucoup sur les garanties de sécurité. Hein. Voilà, il est prêt à signer l'accord économique, on va le dire comme ça, Zelensky, mais il y a le problème des garanties de sécurité après un cessez-le-feu. Ça peut être ça le point fort, la confirmation par les Européens qui sont prêts à envoyer des troupes qui garantissent le cessez-le-feu en Ukraine ou juste aux frontières. C'est ça qui peut être l'argument fort dans la proposition qui va être faite aujourd'hui? Alors absolument, sauf que je ne sais pas si Trump en veut. Trump est tellement convaincu qu'il va avoir son accord avec Poutine et il est convaincu de la validité de la parole de Poutine. Comme je le dis toujours, la parole de Poutine, l'historique récent, montre que ça ne vaut pas un paix de raton laveur, hein, sa parole. C'est rien. Moi, Trump, voilà, on aime beaucoup l'expression. Oui, la parole de Poutine, c'est un vent malodorant. Et il dit, Trump, il me respecte. Poutine me respecte. Ah ouais. Alors tu peux le croire, mon pote, si tu veux. Oui, le président de la République a aussi dit, Trump me respecte. Ce qui m'a... Moi, je trouvais que le président de la République française avait fait un très bon discours à Washington, mais c'était un discours en demi-teinte et en réalité avec une cordialité affectée, mais qui avait été propulsée sur les réseaux quelques jours plus tôt et qui est hors de propos. Parce que Trump est d'intelligence avec l'ennemi. Je ne dis pas que c'est un agent des Russes, mais toutes les enquêtes qui ont été faites, le livre de Janté, par exemple, sur notre homme à Washington, montrent l'intensité, la profondeur, le caractère financier des liens unissant depuis les années 70 et même en plein air Reagan
dans la décennie suivante, unissant Trump et les Soviétiques d'abord et les Russes ensuite. On a quelqu'un qui, c'est un ami qui ne nous veut pas de bien. C'est quelqu'un qui est notre protecteur et qui est notre adversaire. Vous savez, Molière a dit très bien la chose à propos de Don Juan. Un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Parce que le grand seigneur a le pouvoir, la malignité de ses intentions fait que ce pouvoir peut très mal servir. Et là, nous sommes vraiment corsetés. Alors les garanties, de toute manière, je crois que le discours de M. Trump, il y a une dizaine de jours, montre que la notion de garantie n'existe plus pour les Américains. Il y a l'article 5, il fera ce qu'il voudra avec l'article 5 de l'OTAN. Il nous dit, je vous donne des garanties sur la protection du ciel aérien, les transmissions, on verra. D'ailleurs même, on n'a pas attendu. Musk avait coupé Starlink, empêchant les Ukrainiens de poursuivre une opération brillante de destruction de la flotte russe en mer Noire. Comme ça, de proprio motu. Donc, menace à nouveau brandie. Nous n'avons plus de garantie. Oui. C'est ça le problème. Et alors ce mince cordon de troupes qu'on va mettre à quelques centaines de kilomètres, moi je crois que c'est pas à la hauteur. En revanche, on peut certainement, mais on a un délai de latence. Et dans le délai de latence, on peut tous mourir. Vous savez, Keynes disait, on lui disait, votre politique n'est pas une politique à long terme. Et il répondait, à long terme, on est tous morts. Et là, si on est indépendant dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce qui sera passé entre-temps ? C'est ça le dilemme. Mais c'est de notre faute. Moi, comme le général, d'ailleurs, nous disons, depuis 22 en tout cas, nous l'avons dit avant, mais depuis que l'invasion, qu'on devrait s'y mettre. Moi, je me rappelle avoir discuté avec des industries d'armement, etc., qui disaient, nous, on est prêts à fournir si on nous passe des commandes. Mais aujourd'hui, ce que je sens, c'est que tout l'appareil scientifique, technologique, industriel et les états-majors français sont extrêmement inquiets d'une rupture avec les États-Unis. On reviendra justement sur cette demande d'une économie de guerre. De période de canard boiteux qui est terrifiante. Arlette Chabot. Petite relance, parce que si on vous écoute, ceux qui sont réunis aujourd'hui, et ça va au-delà de l'Europe, puisqu'il y a effectivement le Canada, il y a celui des Turcs qui vont venir, on ne peut rien mettre sur la table. C'est-à-dire c'est une réunion qui quand je vous écoute, Jean-Louis Berlange, j'en ai l'impression que les garanties de sécurité, c'est insuffisant. Trump s'en fout. Effectivement, Poutine n'est pas non plus préoccupé par ça. Donc, ceux qui se réunissent pour rien, sauf pour dire à Zelensky, on est derrière toi. Écoutez, non, le général est beaucoup plus compétent que moi pour parler des choses militaires en particulier, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même faire beaucoup. On ne peut pas du tout faire ce qu'il faudrait complètement. On ne peut pas remplacer les Américains du jour au lendemain, mais on peut envoyer des signes, des moyens, des forces aux Ukrainiens et préparer à l'avenir une solidarité. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que dans les armées continentales européennes, quelles sont les armées puissantes aujourd'hui ? Nous, on a une armée qui est assez impressionnante, mais pas sur le plan du théâtre européen. On a la force de dissuasion, on a des instruments de projection, l'aéronaval, etc. Mais on est assez faible. En Roumanie, on tire la langue pour exercer nos postes. En revanche, l'Ukraine est la première armée. L'Ukraine résiste, avec évidemment le concours de la technologie européenne et américaine, mais résiste depuis 3 ans à l'armée rouge. C'est quand même pas rien, un petit pays de 40 millions. La Pologne a fait un effort considérable. Donc, on a des forces et on pourrait certainement se réunir entre nous et dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus, même si ça ne compensera pas complètement, loin de là, à court terme, ce que font les Américains. C'est quand même nécessaire d'armer au maximum le bras de M. Zelensky, alors que ce que je crois, je finis là-dessus, ce que je crois que la vraie signification de ce qui s'est passé vendredi, c'est la volonté très nette des autorités américaines de disqualifier Zelensky. Le rituel qui a été employé, c'est un rituel de chef mafieux qui dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es là pour obéir, tu n'as pas de carte en main, tu n'existes pas, on te doit des choses. » En fait, il n'a pas à dire merci. Il n'a pas à dire merci. Les accords étaient très clairs à Bucarest, de dire
j'ai la garantie sur mes frontières en échange de l'abandon des armes nucléaires qui sont sur mon sol. Tout ça était très net. Donc les Américains comme nous n'avons fait que notre devoir. Nous avons rempli nos obligations. Mais là, on le traite, on le met dans une situation d'infériorité parce qu'on veut le liquider politiquement de manière à recréer une situation extrêmement confuse. Et Dieu sait que quand les Ukrainiens se mettent à être confus, ils sont assez bons. Une situation extrêmement confuse sur le plan intérieur que les services russes manipuleront autant qu'ils pourront. Général, sur cette question des forces de réassurance qui font partie des garanties de sécurité, les Européens en plus sur ce point ne sont pas d'accord du tout. Alors, c'est d'où l'intérêt de la réunion d'aujourd'hui qui, j'espère, lancera en réalité. Ils ne vont pas avoir la réponse là ce soir, techniquement parlant. Mais à titre personnel, je ne dis pas ça parce qu'à l'état-major, on m'aurait fait un briefing. À titre personnel, je suis convaincu qu'en Europe, en s'y mettant à plusieurs, avec une architecture franco-britannique que nous avons pratiquée depuis les accords de Lancaster House, justement, nous avons une grande habitude de travailler en commun et une structure de commandement commune, la CIGEF. Donc, on saurait faire une masse de manœuvres 20 000, 30 000, raisonnable, en Ukraine. Suffisante pour, en cas de reprise des hostilités, je parle d'une situation post-cessez-le-feu, en cas de reprise des hostilités, qui permettrait, en gros, de flinguer les Russes qui sortent du bois. Et ça, on est en capacité de le faire. On serait en capacité de le faire, surtout qu'il y a une deuxième composante, on parle toujours d'une force terrestre. Il n'existe pas de force terrestre chez les Occidentaux qui n'est pas couverte par une bulle aérienne. Donc la vérité des prix, c'est que nous parlons d'une no-fly zone, l'équivalent d'une no-fly zone sur l'Ukraine. C'est ça le vrai enjeu pour Poutine. Parce que ça veut dire la fin des missiles, la fin de la menace de missiles, indépendamment d'une tentative de reprendre une offensive terrestre. Donc ça, c'est une vraie force de garantie. Et nous avons les moyens. Honnêtement, les armées de l'air britanniques, italiennes, françaises... j'ai dit allemand, enfin bref, les Polonais, etc. Très franchement, ça va. Face à ce qui reste de l'armée de l'air russe, ça va. Donc nous avons un outil crédible. Il serait d'autant plus crédible que les Américains y participeraient, même s'ils ne sont pas dedans, mais au moins pour le renseignement et des radars, etc. Mais en réalité, ce n'est pas que nous sommes dépourvus de radars et de renseignements. C'est qu'on n'est pas dans la même échelle que les Américains. Mais on n'est pas aveugles. Donc on saurait faire. Pas aveugle et pas dépourvu. J'aimerais à vous deux vous poser, avant de revenir sur... C'est la voie à suivre. C'est la voie à suivre, dites-vous. Juste revenir sur on n'aura pas 100% de ce qu'on veut, mais on aura beaucoup mieux que maintenant. Sur la position du président français, qui s'exprime ce matin dans la presse, notamment la Tribune dimanche, et le Parisien, il le dit, les USA, s'ils concluaient un cessez-le-feu seulement avec la Russie, cela contreviendrait au droit international, c'est un fait. Ce serait une rupture profonde. Leur désengagement n'est pas leur intérêt. Ce sont les mots du président français qui a appelé, après l'épisode de vendredi dans le bureau ovale, le président américain, le président ukrainien. Jean-Louis Bourlange, la place aujourd'hui de la France, la voix du président Macron. Vous disiez même ici sur ce plateau qu'il n'avait aucun intérêt à aller à Washington lundi dernier, qu'il prenait un vrai risque. Redites-vous la même chose. Je ne sais pas s'il avait aucun intérêt. Je pense qu'il a tenu un bon discours. Ce que j'ai toujours pensé, c'est deux choses. C'est qu'on ne pouvait pas, et je retrouve, il parle de l'intérêt de M. Trump, comme si on jugeait l'intérêt du pays, de l'Amérique et le nôtre, à la même aune. Or, en réalité, ce que montre Trump, c'est qu'il a d'autres idéaux, d'autres schémas en tête. Il a des schémas qui sont beaucoup plus proches de ceux de Poutine et de ceux de Xi que les nôtres. Il ne croit pas à la démocratie, il le montre, la démocratie libérale. Il croit à un nationalisme impérialiste qui fait que les grandes puissances disposent de leur environnement, de leur entourage, qui est le cas des deux autres. Il croit à l'argent. Il veut fonder une espèce d'oligarchie financière. Poutine a construit une kleptocratie et Xi aussi a un nombre de milliardaires absolument étonnant. Et enfin,
il croit, et ça c'est à terme, il croit à l'autonomie dominatrice d'une technologie de pointe, ce que représente Musk, et ce que représente, donc on est dans un aussi contexte... son intérêt pour les minerais ukrainiens. Est-ce que l'intérêt quand on raisonne comme ça, le président Macron dit c'est pas l'intérêt des États-Unis. C'est vrai que c'est pas l'intérêt des États-Unis que nous connaissions, c'est pas l'intérêt des États-Unis que nous aimons, ce n'est pas l'intérêt des États-Unis tel que le voyait par exemple le président Reagan, dont je constate que Trump dilapide l'héritage. Reagan avait gagné la guerre froide et Bush numéro 1 avait gagné la guerre froide face à l'URSS, et là on fait exactement le contraire. Donc je me demande si nous jugeons les valeurs et les intérêts sur la même balance. C'est ça, et je pense que de toute manière, nous ne pouvions pas obtenir, c'est ça la grande différence. On pouvait parler, peut-être c'était bien d'essayer d'amadouer monsieur Trump, on voit bien qu'on a besoin de lui, plus merci. Mais on ne pouvait pas obtenir quelque chose, et on s'est développé en mode curiace. C'est-à-dire un par un, on a envoyé le président français, on a envoyé le Premier ministre britannique. Madame Callas n'a même pas eu l'honneur d'être reçue par Monsieur Rubio, ce qui est énorme. Quand même, la représentante de la diplomatie de l'Union européenne, non, l'Union européenne, ça n'existe pas. Nous ne croyons qu'à des États européens, ce qui est la lecture de Poutine, mais ce qui n'a jamais été la lecture américaine. Je vous interromps juste, Donald Trump, général aussi, qui ne supporte pas les leçons de morale. Et peut-être un moment dans cet entretien de vendredi, dans le bureau ovale avec Volodymyr Zelensky, c'est ce moment précis. Écoutez le président ukrainien qui peut-être menace aussi entre les lignes. Regardez. Pendant une guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan qui vous protège, et vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. L'entretien là, cet extrait est coupé, mais on sait la suite. Et on sait à quel point Donald Trump, J.D. Vance dégoupille et ça se transforme en humiliation devant le monde entier. Ces mots-là de Volodymyr Zelensky, qu'est-ce que ça provoque chez Trump, selon vous ? Je ne sais pas si ça provoque, parce que je fais partie de ceux qui pensent que c'était un coup monté, qu'ils avaient prévu le coup avant, que de toute façon, il n'y avait rien à signer. Et voilà, et que le mot que vous avez utilisé est pour moi très bon, disqualifier. Il voulait disqualifier, se payer le scalp de Zelensky, surtout vis-à-vis de Poutine. Donc là, Poutine, il est dans un état d'euphorie orgasmique depuis 3 jours. C'est extraordinaire. Que vous pensez tous les deux qu'au fond, le projet commun Trump-Poutine, c'est de faire partir Zelensky, d'organiser des élections et de nommer un pouvoir qui sera évidemment totalement soumis à Moscou. C'est le chaos, le dépeçage de l'Ukraine. Et par exemple, pour en revenir, le soi-disant accord sur les minerais, c'était un faux accord. D'abord, les minerais, il n'y a pas que l'Ukraine qui en a. Ensuite, les minerais dont soi-disant les Américains... Je vous interromps, le général, juste image en direct de Giorgia Meloni, qui est en train, qui serre la main au Premier ministre britannique devant les caméras, là aussi, du monde entier. Premier entretien très important. Le Premier ministre britannique hier a reçu Volodymyr Zelensky. Jean-Louis Bourlange, que vous inspirent ces images? Ce n'est pas anodin que ce soit l'Italienne Meloni qui soit reçue en premier. Non, c'est très intéressant. Madame Meloni est un personnage très intéressant. Elle est arrivée aux affaires. J'avais été invité par France Culture le lendemain et j'avais dit, écoutez, on ne va pas avoir trop de problèmes avec elle à court terme parce qu'elle est très proche des Américains, donc elle ne sera pas du tout sur la ligne de Madame Le Pen et des autres, et de Orban, en matière ukrainienne. Elle est d'autre part très intéressée par l'argent européen, dont elle est grande bénéficiaire, et on aura des problèmes, avais-je dit, très circonscrits sur les bateaux d'immigrés. On les a eus, et on les a surmontés. Mais alors aujourd'hui, Madame Meloni est dans cette situation qu'elle est solidaire des Européens vis-à-vis de l'Ukraine, mais elle est en même temps très proche du président Trump. Reçu dans sa résidence privée. Donc, oui, absolument. De Floride. Elle a assisté au sacre du bonhomme et elle est donc tout à fait au cœur de... Alors, ça ne m'étonne pas du tout que M. Starmer, comme vous dites, lui serre la main, c'est-à-dire lui fasse la bise sur les 2 joues, parce qu'elle est effectivement assez à l'intersection de ce qu'ils cherchent à faire à Londres. C'est-à-dire, ils veulent recoller les morceaux, ils veulent rétablir le soutien à l'Ukraine, et ils veulent en même temps organiser
une négociation avec Trump en espérant obtenir plus en matière de soutien, de garantie qu'il n'en obtienne. Donc elle est effectivement assez bien placée dans cette ligne. De même que le président, le Premier ministre polonais, lui est au cœur de la contradiction. Il est profondément pro-américain, comme tous les Polonais, et il est profondément anti-poutinien. Donc ce sont effectivement des gens qui peuvent, dans la configuration qu'on cherche à établir actuellement, qui est de soutenir l'Ukraine tout en raccrochant les wagons avec les États-Unis, même si à terme c'est voué à l'échec, ce sont des personnalités qui peuvent être utiles. Et on continue d'en discuter ensemble, messieurs. Courte pause, image en direct du 10 Downing Street où Giorgia Meloni vient d'arriver. Emmanuel Macron doit arriver sur place dans 1 heure environ. On suivra ça en direct. On continue de débattre. Est-ce et vivons-nous la concrétisation aussi d'un changement d'alliance? On reparlera évidemment du maître du Kremlin et de ses dernières prises de position. Regardez cette image, c'était il y a seulement quelques minutes. Giorgia Meloni, l'italienne, à la rencontre pour une rencontre bilatérale avec le Premier ministre britannique. Quelques heures seulement avant ce sommet crucial qui se tiendra à Lancaster House, à seulement quelques kilomètres de Downing Street. Tout sourire. La place, messieurs, parce que mes grands témoins qui nous accompagnent avec Arlette Chabot sont Jean-Louis Bourlange, Michel Yakovlev. La place, juste un mot, de l'Italie. Oui, ils peuvent constituer, ils ont la capacité aussi militairement, peut-être, d'assurer cette force de réassurance en cas de cessez-le-feu. Absolument, il faut rendre hommage à l'Italie qui a des forces armées réelles, modernes, et qui, donc, pour moi, une force européenne crédible en Ukraine, celle que j'appelle de mes voeux. Sans les Italiens, c'est compliqué. Et Meloni le sait. Et elle est une femme d'État de très haut niveau. Elle a le sens des choses. Donc je pense que l'Italie a une vraie carte à jouer là. Vous voulez que je compte en Europe, vous avez besoin de moi et je vais vous le prouver. Je fais confiance à l'Italie, en fait. Et ça sera sans doute l'objet de ces discussions. Place au direct, on retrouve notre envoyé spécial Claire Cambier. Quelques instants, les enjeux de ce sommet, ils sont colossaux. C'est à partir de 15h à Londres. Oui, alors à partir de 14h heure locale, on sent d'ailleurs ici que ce sommet se rapproche à grands pas. On a vu les dernières heures le dispositif policier se renforcer. Là où nous nous trouvons, seule la presse est autorisée. Les premiers invités, ils vont arriver à peu près dans 1 heure. Emmanuel Macron a indiqué qu'il arriverait à 12h30 heure locale. Il doit d'abord s'entretenir avec Starmer avant le sommet, rencontre bilatérale comme vous l'avez vu avec Giorgia Meloni. Alors au-delà de ces représentants de l'Italie et de la France, il y aura une vingtaine de dirigeants de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, de la Turquie ou encore du Canada. En quoi va consister cette réunion? Ça va être un petit peu un tour de table où chacun va indiquer ce qu'il est prêt à mettre sur la table pour renforcer la défense européenne et puis pour aider l'Ukraine, aide financière, envoi de troupes, garantie de maintien de la paix, et puis pour ce qui est de la défense européenne, augmentation du budget évidemment, et la question de ce parapluie nucléaire européen. Alors la Grande-Bretagne a également indiqué qu'elle travaillait avec la France à un accord pour mettre fin au combat. On verra ce que cet accord donne, mais pour Starmer et Macron, il est en tout cas essentiel de conserver les liens avec les États-Unis. Ils présenteront ce plan à Trump dans la foulée. Et puis on sent également que ce sommet, c'est vraiment pour montrer que l'Europe a pris les rênes, qu'elle est prête à agir. C'est une réponse directe aux accusations de Trump. Claire Cambier, Charlotte Lefetté en direct de Londres. Merci beaucoup pour ces dernières précisions. Messieurs, on évoquait avant de se quitter ce moment dans le bureau ovale vendredi dernier. Le président français à la presse parle d'une conférence de presse qui a mal tourné. Est-ce vraiment cela? Peut-on vraiment qualifier ce moment général, Jean-Louis Bourlange, d'une conférence de presse qui a mal tourné? Je crois qu'il a raison, on ne peut pas dire que ça ait bien tourné. Oui, là-dessus, on lui accorde le point. La question est quand même de savoir si c'est simplement la faute à pas de chance ou le fait que Zelensky était un peu fatigué. Non, je crois que tout a été fait pour créer une situation
extrêmement défavorable au président Zelensky, ne serait-ce que le fait qu'il avait en face de lui 2 personnes. En général, le vice-président n'intervient jamais. Je vous interromps juste, pardonnez-moi une nouvelle fois, mais place au direct. Voilà, Giorgia Meloni, au 10 Downing Street, cette rencontre, quelques heures avant, c'était Volodymyr Zelensky qui était dans ce même fauteuil. On va écouter peut-être cette prise de parole et cette introduction. Une occasion en or de célébrer la relation de nos 2 nations sur des questions qui nous concernent au même titre, la défense, la sécurité, l'immigration, bien sûr. Et je me réjouis d'avoir l'occasion de te parler à nouveau aujourd'hui et de parler des questions importantes auxquelles nous sommes confrontés. Je pense que nous avons tout à fait le même état d'esprit et donc j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Merci de nous avoir accordé ce temps. Merci Keir de m'avoir invité. Merci de cette occasion. Je pense que c'est particulièrement utile, précieux. Nous sommes dans un moment très important et il faut que l'on se parle, il faut que l'on se coordonne. Donc merci encore d'avoir organisé ce sommet qui va se tenir. Nous sommes tous vraiment engagés pour atteindre notre objectif commun, à savoir une paix juste et pérenne en Ukraine. Je crois qu'il est extrêmement important que l'on évite le risque d'une division de l'Occident. Et je pense que là-dessus, le Royaume-Uni et l'Italie peuvent jouer un rôle crucial. Et bilatéralement également. Vous savez que j'ai également proposé une réunion entre les États-Unis et les dirigeants européens pour éviter que l'on se divise, ce qui nous affaiblirait tous. Alors, sur les sujets bilatéraux, je me réjouis de ce que nous avons fait ensemble. Tous les mois, nous avançons dans notre collaboration bilatérale. Il y a de très nombreux sujets stratégiques sur lesquels nous avons travaillé de concert et je suis sûre que l'on va encore s'améliorer sur l'énergie, la défense, la sécurité, l'immigration de masse illégale, le trafic. Je sais que nous pensons hors des sentiers battus. Nous comprenons que nous avons besoin de nouveaux outils, de nouvelles idées pour assurer la sécurité de nos citoyens. Donc, merci encore pour cette amitié, cette coopération entre nos 2 nations. Et merci de m'offrir cette occasion. Nous avons passé un très bon moment et je suis sûre que ce sera le cas ici également, comme à Rome. Les mots de la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, italienne, avec Keir Starmer. Notre objectif, messieurs, dit-elle, est une paix juste en Ukraine. Elle, Jean-Louis Bourlanges, qui, dès hier, proposait un sommet entre les 27 et les États-Unis. Qui se positionne, Giorgia Meloni, aujourd'hui? Elle est dans son rôle au sein de l'Union européenne. Vous avez un indépendant de service par rapport aux Américains, c'est la France. Depuis De Gaulle, depuis toujours, on est celui qui dit on ne doit pas dépendre des Américains, il faut de l'autonomie stratégique, etc., etc. Donc on n'est pas très, on est assez attendu. Et il y a le clan des alliés privilégiés. Il y en a 3. Il y a elle, qui évidemment est arrivée au pouvoir avec le soutien des États-Unis et une hostilité franche à la Russie, un soutien à l'Ukraine. Donc là, elle peut contribuer à tenir ensemble les 2 bouts de la corde. Il y a les Anglais qui ont été éberlués, évidemment, par le comportement dont ils ont fait l'objet, notamment de la part de M. Musk, mais qui ont, depuis 1941, cette idée d'un lien fondamental qui a été renouvelé, privilégié, qui est sans doute plus fortement vécu à Londres qu'à Washington, d'ailleurs, avec les Américains. Donc, ils disent, quid, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que vraiment vous larguez tout? Et puis, il y a, comme je le disais, les Polonais aussi, qui sont l'incarnation du parti, de la nation qui a été traditionnellement la plus favorable aux États-Unis et la plus hostile à Poutine. Donc, ces 3-là sont dans une espèce de contradiction et ils ont donc un intérêt très particulier à surmonter cette contradiction. Donc je crois qu'ils peuvent jouer un rôle très utile. Oui, Arlette Chabot, on aimerait ensemble évoquer désormais avec vous, messieurs, les suites de ce rendez-vous, de ce clash en Mondovision. Zelensky-Trump, c'était vendredi soir, et de ses conséquences. Réaction
ce matin. Alors, il y a une petite subtilité, parce que le porte-parole du Kremlin parle il y a 48 heures, mais les déclarations ne sont rendues publiques qu'aujourd'hui, il y a seulement quelques heures. La nouvelle administration américaine modifie rapidement toutes les configurations de sa politique étrangère, écrit-il. Cela coïncide largement avec notre vision. Ah oui. Voilà. Ça suit finalement ce que vous décriviez. C'est le narratif russe repris par les mots du président américain. Voilà, et c'est intéressant parce que Giorgia Meloni dit il ne faut pas qu'il y ait une fracture de l'Occident. Il faut préserver l'unité de l'Occident. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Parce qu'au fond, le fait qu'effectivement Trump reprenne le narratif russe au point que son ex-vice-président Mike Pence dise aujourd'hui aux Américains attention. Écoutez bien, c'est quand même l'Ukraine qui a été agressée. Pence dit c'est évidemment la Russie qui a agressé l'Ukraine. Donc au fond, est-ce que la rupture, elle n'est pas déjà là? Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Alors c'est ce que je crains. Moi, quand j'ai vu la scène, j'étais en train de travailler et ma femme était sur LCI. Elle m'a dit viens voir. Donc j'étais. Les militaires, ils écoutent toujours leurs femmes. Ils ont bien raison. Ah oui, absolument. et je me suis dit. Tout le monde sait ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. Quand on a eu les nouvelles, la Twin Tower, allume la télé, etc. Et ben, je pense que dans 40 ans, au moins en Europe, tout le monde se souviendra du jour où il a vu ça. J'étais à tel endroit, on discutait avec... vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde se souviendra de ce vendredi. Se souviendra de ce jour parce que dans toutes les entailles à l'OTAN depuis quelques semaines, ça, c'est un moment d'un coup d'ouverture des yeux. Le fait est, l'Ukraine, j'ai toujours dit, l'Ukraine est un prétexte pour Poutine. Ce que vise Poutine, c'est la dissolution de l'OTAN. En lâchant l'Ukraine, en insultant l'Ukraine, comme Trump l'a fait, avec un piège dans son bureau. Alors ils disent le lieu sacré du bureau ovale. À ce moment-là, il fallait le faire ailleurs, si c'est un lieu sacré. La boucherie, c'est vous qui avez choisi d'en faire une boucherie, c'est pas Zelensky. Oui, parce que vous dites et vous maintenez, pour vous c'était un guet-apens préparé. Oui, c'est trop beau pour être vrai. Il avait ça en tête. C'est trop beau pour être vrai. C'est un scénario mafieux, parfait. Et donc derrière l'Ukraine, en réalité, c'est le lâchage de l'Europe. Vous ne comptez plus pour moi. Déjà, vous êtes des adversaires et des ennemis économiques, donc, etc., etc. Donc, l'OTAN, la partie européenne et canadienne d'ailleurs de l'OTAN, est en train de découvrir d'un coup qu'elle est seule. Et le moment qui aura ouvert les yeux, c'est il traite Zelensky, qui n'est pas membre de l'OTAN, mais il lâche le premier rempart. L'Ukraine est le rempart de l'OTAN depuis 3 ans. Ils ont payé le droit d'être à la table de la discussion, quand même. Historiquement, c'était, rappelons-le, les Américains qui voulaient que l'Ukraine entre dans l'OTAN, et les Français et les Allemands qui ménageaient Poutine, disaient non, ça c'est trop dangereux. Donc il y a une inversion totale de la position américaine, de longue date d'ailleurs, mais elle est claire. Donc moi, ce qui me frappe quand on voit le communiqué inquiet de Mme Meloni, ce qui me frappe, c'est la contradiction entre l'exigence du court terme, qui est de raccrocher les wagons, de remettre les Américains et les Européens ensemble au service de l'Ukraine dans la préparation de la paix, et la logique du long terme, qui est, face à un revirement à 180 degrés des positions des États-Unis, de construire une autonomie, une indépendance, une organisation autonome des Européens. Ce qu'a très bien exprimé le futur chancelier allemand, quand il a dit « Je ne croyais pas ». Moi, je le connais bien, Merz, j'ai été parlementaire européen avec lui pendant des années, et c'était un bon Atlantique. Il a dit ailleurs « Je ne croyais pas être amené à dire que mon pays devrait organiser sa sécurité sur d'autres bases que l'alliance américaine. » Parce que les Américains ne sont plus nos alliés. Oui, il faut l'acter. L'identité allemande, c'est 3 choses. C'est la loi fondamentale, la démocratie, c'est deuxièmement l'Union européenne, c'est-à-dire la paix apportée aux autres et la sécurité apportée à l'Allemagne par l'Alliance européenne, ce qu'a dit Schmitt, ce qu'a dit Schäuble, ils ont tous dit la même chose. Et troisièmement, c'était la consanguinité absolue de l'Alliance américaine. C'était un élément essentiel de l'identité allemande. Et là, on est donc confronté à un événement majeur, un vide absolu. Que fait-on
à partir du moment où on ne peut plus compter, et nous savons, quel que soit ce qui va se passer aujourd'hui ou pas, qu'à terme, nous ne pouvons plus compter et que sur notre la allié solidarité américain reprend le narratif. Et alors là, vous comprenez, c'est très embarrassant pour la réunion d'aujourd'hui, parce que le court terme et le long terme tricotent ensemble, et mal. J'aimerais qu'on aborde la question russe plus précisément avec vous, Général Yakovlev, et les mots du président de la République, encore une fois. Il le dit, il y a à nos frontières une Russie surarmée et agressive. Qu'en est-il vraiment ? On a lu beaucoup de choses, un peu tout et son contraire ces derniers mois, quant à une armée russe, certes, en capacité d'alimenter cette guerre, mais des chars peut-être d'un autre temps. Est-ce que cette armée est bien surarmée ? Cette armée russe ? Non. Elle a beaucoup perdu, elle est très fatiguée, elle est épuisée. Si le front est en train de refroidir à l'heure actuelle, c'est pas parce que Poutine s'est découvert l'amitié pour les peuples, c'est parce que son armée est épuisée. Et alors, elle peut se refaire une santé. Grâce à Trump. Grâce à Trump. Ouais. Et j'étais en Estonie en juin l'année dernière, et les gens que j'ai vus là-bas disaient, en fait, on a le mauvais côté du deal, quoi qu'il advienne. Soit la Russie perd cette guerre et elle sera dans un esprit de revanche, soit elle gagne cette guerre et elle sera dans un esprit de on continue. Et dans les deux cas, on est mal. Mais cette Russie-là, n'a-t-elle pas gagné déjà cette guerre ? Alors, il y a 2 mois, honnêtement, le vent de la défaite soufflait sur la maison Poutine. Son armée est épuisée, tout comme l'armée ukrainienne. Ils sont au bout du bout sur le terrain. Et on fait quoi maintenant, chef ? Vous voyez ? Et là, d'un coup, l'arrivée de Trump aux affaires a remis du vent dans les voiles. Et maintenant, eux, ils ont la dynamique de la victoire psychologiquement. Ils ne l'avaient pas il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on était vraiment, si ça avait été Reagan aux affaires, vous en parliez tout à l'heure, il y avait vraiment les moyens de leur imposer un deal exemplaire pour tout le monde. Et quand je dis exemplaire, c'est au sens moral, mais aussi au sens stratégique. Avec une menace, Arlette, les mots aussi du président. Il est minuit moins le quart, voilà ce que dit Emmanuel Macron, disant aussi que la Roumanie, peut-être, la Moldavie, pourrait un jour, à coup sûr... La France ? Ou la France, être attaquée, Arlette. La future Roumanie, c'est la France. Est-ce que vous partagez, au fond, est-ce qu'il faut prendre... Vous dites aussi, il est minuit moins le quart, est-ce qu'on parlait de la Russie surarmée, est-ce que le président dit qu'il pourrait demain dévorer la Moldavie ou arriver jusqu'aux frontières de la Roumanie ? Est-ce que c'est possible si on ne stoppe pas la Russie ? Moi, j'ai l'impression que Poutine, qui est un homme très intelligent, a assez bien compris ce que vient de dire le général, à savoir que son armée ne valait pas grand-chose. C'est pas un militaire, d'ailleurs lui-même, il est colonel du KGB, c'est tout. C'est pas un vrai militaire. En revanche, c'est un homme du KGB. Il sait ce que c'est que l'agite-propre. Il sait ce que c'est que la manipulation. Et tout ce qu'il fait actuellement est un échec militaire et un succès géopolitique. Ce qu'il a fait en Géorgie, même la déstabilisation de la présidente en Moldavie, les opérations en Roumanie, les opérations en Slovaquie, évidemment le maintien des liens avec Orban, le contrôle... Avec la Serbie, c'est plus compliqué, parce que Vučić est un client assez particulier. Mais avec la Bulgarie... Et le coup de maître, c'est d'avoir mis un agent russe à la Maison-Blanche. Ça, c'est quand même... Alors, quand vous faites ça, vous vous dites que vous n'êtes pas à la moitié d'un manchot. Vous parliez d'un scénario mafieux vendredi. Ces mots sont extrêmement forts. Le scénario était mafieux. La façon dont on s'est adressé au président Zelensky, assieds-toi là, dis merci, tu sais à qui tu parles, t'as pas des cartes en main, tu nous dois respect, etc. C'est un scénario, ça sort d'un film de Coppola. C'est ce que disait Steve Bannon, au fond, il y a presque 15 jours. C'est-à-dire, les pays, on va les conquérir un à un. Oui, c'est-à-dire soutenir des régimes. Les régimes vont tomber, les gouvernements seront des gouvernements, on va dire, pour faire simple, de droite, d'extrême droite, trumpistes. C'est chinois pour finir, faire la guerre gagner la guerre sans la faire. Oui, à la différence de notre président, je ne pense pas que Poutine ait des visées expansionnistes au sens conquérante. D'ailleurs, son armée, elle n'est pas à Kiev encore. Donc, avant qu'il soit à Bucarest, il y a quand même du chemin à faire. Mais en revanche, c'est quand son rêve, qui est l'OTAN, est dissoute. On met la clé sous la porte, on ferme le bâtiment, on en fait des logements sociaux et on s'en va. Eh bien, il sera dans une situation de domination pure.
vis-à-vis de chacun d'entre nous individuellement. Et ça, par exemple, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, il l'a en tête quand il dit qu'il faut réparer ces liens en demandant à un Zelensky de réparer. Il ne peut pas dire autrement, c'est ça, il ne peut pas dire autre chose. Il ne faut quand même pas oublier que du temps de ce qu'on appelle la finlandisation, la Finlande pouvait rester une démocratie dans les frontières que lui avait consenti Staline. En revanche, il fallait qu'il y ait des communistes au gouvernement et tel parti ne peut pas être au gouvernement. Vous voyez, donc c'est ça qui va, que dans l'idée de Poutine, il va dénazifier, donc il va dire en France, par exemple, donc, vous voyez, c'est pas forcément imposé extrême droite, c'est d'une façon générale des gouvernements qui disent accommodants. Accommodants. Parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission à vous, on a besoin aussi de votre éclairage quant à la question de la dissuasion nucléaire européenne. Cette question, périlleux débat, rouvert par Emmanuel Macron, et vous en parliez, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. De quoi parle-t-on exactement? Ça, je crois que le général est beaucoup plus compétent que moi. Moi, j'ai ma petite idée, mais c'est vraiment une idée de néophyte. Alors, général, et j'aimerais aussi appeler... Nous avons préparé ces infographies de ce qu'est notre capacité nucléaire face à la Russie, face aux Américains. De quoi parle-t-on quand on parle de dissuasion nucléaire partagée? J'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non, ouais. Donc, autant le dire tout de suite. Bon, alors, la dissuasion nucléaire, on l'a toujours dit, c'est dans notre doctrine, ça se partage pas, c'est une décision française. Donc si on parle de partage au sens, on va en discuter, non. En revanche, c'est factuel. Berlin ou Varsovie sont considérés plus vitaux vus de Paris que vus de Washington. Donc la gâchette nucléaire, elle est plus sensible en France qu'à Washington. Ensuite, troisième élément, Trump, depuis 2 semaines, avec les gages qu'il donne à Poutine, je pense que le message est passé en Europe. Il n'y a plus de bouclier nucléaire américain. Plus personne n'y croit. C'est d'un coup, pof. Dont dépend l'Allemagne aujourd'hui. Dont dépendait psychologiquement l'Allemagne. Psychologiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bouclier, c'est un mauvais ami. Ça donne l'impression on a quelque chose qui va parer les coups et tout. Non, c'est un facteur de complication stratégique. C'est que quand on est dans cette discussion stratégique, et Poutine, à la différence de Trump, est un stratège. Et c'est un professionnel et il réfléchit. Eh bien, il y a un facteur d'incertitude avec les Français. C'est le facteur d'incertitude. C'est pas le nombre de missiles en soi. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est un débat très, très, très complexe. Moi, je suis très favorable à la force de dissuasion. J'ai toujours été favorable à cela. Mais je crois qu'il faut bien voir que la notion d'intérêts vitaux n'existe pas à partir du moment où, si vous déclenchez le feu nucléaire, l'ensemble de votre territoire est détruit. Donc, je pense que ce n'est pas un outil adapté pour prévenir une attaque des forces conventionnelles. En revanche, dans un monde de prolifération sauvage, avec plus de doctrine, n'importe qui, des dingues comme les Coréens, etc., qui se dotent de ça, c'est très bien d'avoir les moyens de dire si vous nous embêtez, nous vous frappons. Et de ce point de vue-là, nous pouvons très clairement faire bénéficier nos voisins. C'est frapper Strasbourg ou frapper Hambourg, on peut très bien dire aux Coréens c'est la même chose. Et donc, n'y mettez pas la patte. Mais en revanche, on ne peut pas considérer que l'extension de la force de dissuasion soit une protection contre une offensive de l'armée rouge. La dernière grande politique qu'on a menée à cet égard, ça a été l'équipement des Pershing face au SS-20, c'est-à-dire des fusées de moyenne portée opérationnelles. Et on a fait à ce moment-là une très très grande politique occidentale qui avait été préparée par M. Giscard d'Estaing au Congrès, au Conseil de la Guadeloupe, avec Carter et qui a été mise en œuvre par Mitterrand dans les conditions que l'on sait. Ça a été une opération extrêmement brillante et qui a contribué très puissamment à l'effondrement de l'Union soviétique. Merci infiniment, messieurs, de votre éclairage, votre vision des choses quant à ce qui est en train de se dérouler. Général, je retiens votre expression. Tout le monde se souviendra de ce qui s'est passé. Se souvenez où il était le 11 septembre 2001. Tout le monde se souviendra, dites-vous, de ce qui s'est passé ce vendredi 28 février 2025. Hélas. Sommet, hélas, oui. Sommet extraordinaire aujourd'hui à Londres, à suivre évidemment en direct sur LCI. Vous voyez cette image du 10 Downing Street. Dans quelques minutes, une demi-heure environ, c'est le président français qui est attendu à Londres.